Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Hesbourg. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous avoir sur ce plateau, conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous publiez L'Europe face aux prédateurs, forger la nouvelle puissance aux éditions Odile Jacob. On va en parler dès maintenant. C'est passionnant parce que les prédateurs, on a compris, ce sont les Américains, c'est l'Amérique, c'est la Chine, c'est la Russie. Et en même temps, est-ce qu'il faut mettre une égalité ou un égal entre tous ces pays-là? On les met sur un pied d'égalité? Non. Non, ces trois pays sont très différents les uns des autres. Il n'y a pas besoin de faire la description de la gouvernance américaine, russe, chinoise pour les comparer. Par contre, ces trois prédateurs ont le même regard sur l'Europe. Pour eux, l'Europe est une proie. Pour la Chine, bien entendu, nous sommes le jardin dans lequel la Chine va faire un sort à l'industrie automobile allemande ou que sais-je. Pour les États-Unis, l'Europe est un ensemble de pays mollassons dont il va falloir remplacer les gouvernements par de prétendus gouvernements souverainistes qui prennent leurs ordres chez M. Vance, M. Trump ou M. Poutine. Et pour la Russie, bien entendu, l'Europe, c'est un terrain de bataille. C'est un champ de bataille. Donc, le défi pour les Européens, c'est de faire face à ces trois pays qui n'agissent pas toujours de conserve, ça c'est clair, mais qui sont également dangereux. Qui ont envie de nous marcher dessus. Ah, ils ont envie de nous manger, oui, ça c'est assez visible. Oui. Et donc, pour ça, il faut montrer les crocs, il faut sortir les dents, il faut qu'on soit nous-mêmes... Vous dites que l'Europe soit plus brutale. Ouais. Finalement, il faut qu'on ose le rapport de force, qu'on n'a pas osé d'ailleurs sur l'accord commercial qu'on n'a pas encore signé, mais en tout cas qui a été dealé entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Vous avez raison de citer l'accord commercial qui, pour moi, est effectivement la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. On a accepté un accord inégal, pas de droits de douane pour les Américains, 15% pour nous. C'est fou. Le Parlement européen n'est visiblement pas très content. Je ne sais pas du tout si cet accord va être ratifié. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles M. Trump prétend maintenant infliger des droits de douane supplémentaires à l'industrie automobile, en visant spécialement l'Allemagne. Par contre, on a su faire le rapport de force sur le Groenland, ce qui est assez surprenant, parce que ce n'était pas du tout gagné d'avance. Et pour pas grand-chose, on a envoyé quelques hommes, quelques petits bateaux. On a envoyé quelques hommes, et on a menacé de sortir le bazooka commercial, justement, européen, l'instrument dit anti-coercition. Là, les marchés ont dit à Trump, déconne pas, gars. Là, c'est sérieux. Il n'y a que ça qui regarde, au final, Donald Trump, les marchés. C'est une des rares choses auxquelles il soit vraiment sensible. On a fait le rapport de force aussi sur l'Ukraine. Les Américains se sont pour l'essentiel retirés de l'aide à l'Ukraine. Les Européens remplacent les Américains. Et on y arrive. C'est une habitude à prendre, mais il faut aussi ne pas perdre de vue ce que nous sommes. Nous avons toutes sortes de faiblesses. On en est tous convaincus. L'Europe démographiquement, ça va très mal. La gouvernance pose toutes sortes de problèmes. Notre compétitivité économique. Sur la démographie, on n'est pas les seuls pays. On n'est pas justement à avoir ce problème-là. Hein. Voilà. Allez voir en Chine ce qui se passe en Chine. Hein, c'est exactement ce que je décris dans mon livre. Toutes les tares dont nous sommes a priori affligés. Et là, les trois prédateurs font le même tableau de l'Europe. Nous sommes une bande de pays déclinants, démographiquement cassés, économiquement sortis de l'histoire, et ainsi de suite. Et nous intériorisons en grande partie ces narratifs convergents. On a tort. Parce qu'effectivement, quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. Oui. Alors, le but du livre n'est pas de consoler, c'est pas ça. Le but du livre, c'est bien de montrer qu'on est capable de bâtir des rapports de force. On est capable, vraiment. C'est pas notre ADN, pardon, vous le savez, c'est pas notre logiciel. C'est pas notre logiciel, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème au départ de positionnement. On sait. Il y a le risque de l'engrenage. On a peur de l'engrenage. On a peur de notre propre histoire. Notre propre histoire a été faite de guerres et de rapports de force. Ça ne nous a pas porté bonheur. Donc on n'a pas très envie de recommencer. Pourtant, le fait est que pour se faire respecter par les trois prédateurs, il va falloir devenir un petit peu comme eux, montrer les crocs.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir plus dans sa défense, dans le militaire? On est en train de le faire. Ça veut dire quoi sinon, concrètement, en termes de politique publique? En termes de politique publique, c'est d'appliquer les rapports Draghi, les rapports d'État, clairement, ça c'est assez basique. C'est de faire l'union bancaire, c'est de faire l'union financière pour rester, j'allais dire, dans le domaine économique. Dans le domaine de la sécurité, c'est évidemment de remplacer les États-Unis dans la défense de notre continent. Et là, je dois dire, les progrès sont beaucoup plus rapides que je n'aurais osé l'espérer il y a 5 ans. On a pratiquement doublé les budgets, les dépenses. Surtout l'Allemagne qui a augmenté son budget, non? La France a doublé son budget depuis l'arrivée du président Macron. Hein, c'est quand même pas rien, le doublement. L'Allemagne, qui est partie de très très bas, elle est partie d'1% du PIB. L'Allemagne est en train de rattraper son retard, va nous dépasser dans l'année qui vient. Ça pose pas des questions de politique aussi, ça, d'avoir une Allemagne avec potentiellement aussi une extrême droite qui est aux portes du pouvoir, qui serait surarmée? Ouais, je ne pense pas qu'elle soit aux portes du pouvoir. Je pense qu'elle est davantage aux portes du pouvoir en France qu'en Allemagne, l'extrême droite. C'est pas pour dire, mais l'AfD n'atteint pas dans les sondages d'opinion allemands le même niveau de popularité que les partis du Rassemblement national ou de reconquête. Vous savez, c'est passé quelque chose de très intéressant au cours des derniers mois avec le déploiement d'hostilité de la part de M. Trump à l'encontre de l'Europe. La France, qui tenait depuis des années un langage sur l'autonomie stratégique et ainsi de suite, elle a été entendue. Tous nos partenaires européens ont compris qu'il fallait faire l'autonomie stratégique. Et l'autonomie stratégique, ça coûte de l'argent. Et ce serait un immense et très dommageable paradoxe qu'au moment même où la France est arrivée à convaincre ses partenaires, elle n'en ait pas les moyens. Que ce soit la France qui ne montre pas l'exemple. Alors, Dieu merci, on a une loi de programmation militaire qui va être débattue au Parlement dans les jours qui viennent. Je pense qu'elle sera adoptée, et je pense sans trop de difficultés. Mais le fait est qu'en France, les lois de programmation militaire, elles sont souvent votées, mais elles ne sont pas toujours pleinement exécutées. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Il va falloir au gouvernement actuel, comme à ses successeurs, beaucoup d'acharnement pour arriver à valoriser notre réussite stratégique, qui est d'avoir convaincu nos partenaires. François Hesbourg, le déclin européen, c'est une réalité. Quand on regarde le PIB par habitant sur 20 ans comparé aux États-Unis, on a décroché 30%. Mais ce n'est pas irrémédiable, selon vous. C'est ça ce message aussi fort. Ben oui. C'est qu'on est moins faible que ce qu'on pense être au final. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse alors? Donc, le rapport Draghi, mais on n'en prend pas le chemin, pardon de vous le dire. C'est le rapport de force, il doit se bâtir dans tous les domaines. Il a commencé. Qui doit le porter? Qui doit c'est au niveau national, c'est au niveau de la présidente de la Commission. Ça, c'est une question absolument fondamentale. Et là aussi, il y a eu un énorme changement qu'on n'a pas toujours très bien intégré en France, et notamment dans les partis extrémistes de droite. On a, pendant des années et des années, eu l'opposition entre les fédéralistes et les souverainistes. Ouais. En ce qui concerne la défense et la sécurité, la production de politiques de défense et de sécurité, elle est faite par les États membres. Elle est accompagnée par l'Union, mais ce n'est pas l'Union qui drive. Ce n'est pas Mme van der Leyen qui drive l'effort. Ce sont les États. Et donc là aussi, il y a eu une bataille conceptuelle dont on connaît maintenant la conclusion. C'est qu'en matière de défense, ce sont des coalitions d'États qui prennent les devants. C'est ce qu'on a vu pour le Groenland, c'est ce qu'on voit pour l'Ukraine, c'est ce qu'on voit pour la dissuasion avancée, les propositions. Donc c'est une fédération de nations? Donc on est effectivement dans ce que Delors appelait la fédération des États-nations. On n'est pas dans le fédéral. Ouais. On ne va pas créer les États-Unis d'Europe, ce n'est pas vrai. Moi, personnellement, je suis fédéraliste. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas un seul État dans lequel l'électorat est prêt à accepter de mourir
pour Mme von der Leyen plutôt que de mourir pour sa patrie. Quitte à mourir, il vaut mieux mourir pour des choses auxquelles on se réfère volontiers. Et là aussi, il y a une bataille idéologique dont on connaît l'issue. La bataille idéologique, c'est qu'effectivement, ce sont des groupes d'États volontaires qui vont donner l'initiative et qui vont, le cas échéant, entraîner l'union derrière eux. C'est la thèse des cercles concentriques où on prend les bonnes volontés, voilà. le cœur de l'Europe. Et par ailleurs, les électorats constatent que ce n'est pas une très bonne idée de prendre ses ordres à Moscou ou à Washington. Et donc le souverainisme à la sauce Vance, à la sauce Trump, à la sauce Orban, à la sauce Poutine, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une vision électoralement gagnante. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des responsables de l'extrême droite en France aujourd'hui, mais je sais que chez les partenaires, le débat, il est vraiment en cours. Est-ce qu'il vaut mieux parler à Mme Meloni ou parler à M. Salvini ? Mme Meloni n'est plus avec Trump, elle n'a jamais été avec Poutine. M. Salvini continue d'être dans une lignée beaucoup plus Poutino-Trumpo-compatible. M. Bardella, quand il va à Rome, il voit qui ? Il voit M. Salvini, il ne voit pas Mme Meloni. L'extrême droite française, je pense, court un vrai danger pour elle-même si elle ne prend pas acte du fait que Vance et Trump et Poutine ce ne sont pas des produits très attractifs pour attirer des électeurs pour qui la souveraineté, elle est chez nous, elle n'est pas à Moscou, elle n'est pas à Washington. Donc on peut, Européens, ne pas se faire écraser par des prédateurs, mais pour cela, il faut et je vous laisse terminer la phrase. Il faut effectivement que l'on apprenne le rapport de force, qu'on bâtisse systématiquement le rapport de force. Les événements récents ont montré qu'on était capable de le faire dans le domaine de la sécurité. Il va falloir aussi le faire dans le domaine économique et financier. François Hesbourg, vous êtes l'un des meilleurs analystes, et ne rougissez pas, de la géopolitique mondiale. Il y a cette bataille entre l'Iran et les Américains pour la lutte pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Donald Trump a lancé l'opération il y a quelques jours et maintenant il la suspend. Donc l'opération d'escorte, il y a toujours le blocus, mais l'escorte de navires dans Ormuz, avec l'espoir, nous dit-il, d'un accord de paix. C'est quoi la vraie raison de ce revirement ? Selon Axios, le média américain Axios, les Américains et l'Iran se rapprochent d'un mémorandum d'une page pour mettre fin à la guerre. M. Trump veut à tout prix sortir de cette guerre qui va lui faire perdre les élections de mi-parcours. Donc, on verra dans le fameux mémorandum, puisqu'apparemment il y a un mémorandum, ce sont les Pakistanais qui confirment qu'il y a effectivement un projet d'accord. Qui vient côté américain ou qui vient côté iranien, le mémorandum ? Ça, on verra ça à la lecture. Hein. Ouais. Parce que là, on parle dans le mémorandum moratoire sur l'enrichissement nucléaire, réouverture d'Ormuz, levée des sanctions américaines contre l'Iran et déblocage des avoirs iraniens. Le diable est dans le détail. Et je ne sais pas combien il pourrait y avoir de détails dans un mémorandum qui apparemment fait une page. Je n'en sais rien. Mais je sais aussi qu'il est très facile à la lecture d'un mémorandum de savoir qui a écrit quoi. Ça, on l'a vu lorsque les Russes ont prétendu, avec les Américains, mettre au point un mémorandum pour faire la paix en Ukraine. Les 9/10 du mémorandum, en l'occurrence, a été rédigé par les Russes. Et donc, ça ne s'est pas bien terminé, ce fameux mémorandum. Le mémorandum irano-américain, je ne sais pas qui l'aura rédigé, mais si ce n'est qu'un moratoire sur le nucléaire... on revient à l'avant 2015, avant même l'accord que M. Trump avait déchiré, l'accord de M. Obama, concernant l'organisation du non-accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Et l'Iran qui continue d'enrichir de l'uranium. En secret. Évidemment, une fois que Trump avait déchiré l'accord, les Iraniens ont évidemment, ils ont pris leur liberté, ils ont enrichi de l'uranium. Hein. Tu sors de l'accord, nous aussi on sort de l'accord. C'est ce qu'ont fait les Iraniens. On ne peut presque pas leur en vouloir, tellement c'était logique. Le problème, c'est que si ce n'est qu'un moratoire de quelques années, sans aucun détail technique un peu sérieux comme ceux qu'il y avait dans l'accord Obama,
Les Iraniens, dans 5 ans, dans 10 ans, ils ont le temps pour eux. Les Iraniens ne sont pas pressés par les méthodes. Ils ne sont pas asphyxiés économiquement par ce blocus américain dans le détroit d'Ormuz. Alors que 90% de l'économie iranienne vient du pétrole et 90% du pétrole iranien passe par le détroit d'Ormuz. Certes oui, mais si ce que vous me dites est confirmé, à savoir que la liberté de navigation reprend, les Iraniens ils ne sont plus étouffés. Ouais. Ils recommencent... Avec ou sans péage, on ne sait pas si c'est l'ouverture avec ou sans péage. Alors en plus, là aussi, il faudra regarder les détails. Les marchés adorent croire M. Trump. Ah oui, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, plus de 2% à Paris, à Londres, à Francfort. Le pétrole qui baisse de 5%. Et ainsi de suite. Et le pétrole qui part, Dieu merci, à la baisse, tant mieux. Ouais. Mais comme souvent avec Trump... il faut voir ce qu'il y a à la sortie. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à la sortie. Hier, le président américain qui dit que la guerre pourrait encore durer 3 semaines. Il commence un système d'escorte de navires pour le suspendre dans l'espoir de... C'est vrai qu'il y a une guerre de l'information, de la désinformation. C'est compliqué de savoir ce qui se passe vraiment. Bon, non, ça, c'est bien ce qui se passe vraiment. C'est à savoir que quand les Américains ont commencé leur opération prétendue d'escorte, les Iraniens se sont mis à défourailler avec beaucoup d'efficacité contre les ports émiratis. Oui. Le port de Fujairah d'un côté, l'exutoire de l'oléoduc émirati, 1,5 million de barils jour supplémentaires encarafés dans le golfe Persique, avec un effet sur les prix qui aurait été massif. Pourquoi l'Iran s'attaque aux Émirats arabes unis pour leur éviter de... Les Émiratis sont ceux qui, parmi les monarchies du Golfe, ont le plus pris le parti des États-Unis. Ça se voit y compris à travers la sortie de l'OPEP. Géographiquement aussi, c'est extrêmement facile, c'est très commode. Et bien Fujairah d'un côté, et puis ce matin, l'attaque contre les navires français, la CMA, CGM. Ce n'est pas la France qui est visée, de dire Emmanuel Macron. De San Antonio, qui se trouvait à l'entrée d'un des ports émiratis. Quand vous faites ça, aucun armateur ne va mettre ses bateaux dans les ports émiratis, que ce soit ceux qui sont du côté Golfe ou du côté mer d'Arabie. Mais quand je parle de guerre de l'information, c'est qu'hier, on a le secrétaire américain de la Défense qui assure que les États-Unis avaient réussi à sécuriser le passage du détroit d'Ormuz. Si vous croyez encore ce que raconte M. Exet, il va falloir que vous preniez quelques cours d'apprentissage. Donc c'est toujours l'Iran qui contrôle les détroits d'Ormuz. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils ont gagné au final. C'est ça qu'ils ont gagné. Ils ont montré qu'ils savaient le fermer facilement. Ils savaient que ça pouvait même payer. Alors je ne sais pas s'ils parviendront à reprendre une opération de péage. Ça, on verra. C'est une poule aux œufs d'or qu'ils ont quand même découvert quelque part. Et dans d'autres parties du monde, je pense notamment au détroit de Malacca, vous avez les Indonésiens qui commencent à parler, à s'exprimer en disant nous aussi, on devrait pouvoir mettre un péage. Et comme les Turcs font déjà un petit péage... C'est problématique d'ailleurs, dans le fond. C'est extrêmement c'est la fin du droit de la mer, qui était un des piliers de la mondialisation depuis les années 70. Droit de la mer négocié avec beaucoup de difficultés à l'époque, mais extrêmement charpenté, extrêmement efficace. Si vous commencez à démanteler ça, vous allez avoir beaucoup de rupture de chaînes de valeur. Ça veut dire en tout cas que les Américains n'ont pas réussi à forcer le passage du détroit d'Ormuz. C'est... Très rapidement, on voit bien que... C'est l'amiral Nelson qui avait quelques connaissances en matière de bataille navale, qui disait toujours il y a une chose qu'un navire ne sait pas faire, c'est de s'attaquer à des forteresses côtières. Et on y est là. Ce sont les Iraniens qui tiennent les côtes, ce ne sont pas les Américains. Il est capable, Trump, de reprendre la guerre, le conflit? Oui, parce qu'il est... En même temps, on vous a dit juste avant qu'à tout prix, il était prêt à signer un accord pour sortir de ce bourbier. Oui, mais il est dans une situation extrêmement pénible, parce que signer un mauvais accord, signer un accord contre lequel il y aurait une bronca générale du côté des Républicains... Pour les élections, il peut être amené à tourner kazakh et reprendre le conflit. Pour lui, il n'y a pas de bonne sortie à cette guerre qui avait été entreprise sans raison clairement affichée, sans but de guerre compréhensible, ou des buts de guerre constamment changeants.
lorsque vous engagez dans ce type de seringue, pour en sortir, c'est extrêmement difficile. On verra avec le fameux mémorandum ce qu'il en sera dans les jours qui viennent. Bon, je vous encourage en tout cas, en attendant, à lire François Hesbourg, L'Europe face aux prédateurs forger la nouvelle puissance aux éditions Odile Jacob. Et merci pour merci à vous. cet entretien. À bientôt. Merci à vous. Bon courage.